Boris Cyrulnik, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci d'être venu à notre rencontre à la Procure pour échanger autour de votre dernier ouvrage qui vient de sortir, Au saccage des petits bonheurs, sous-titré Retrouver la civilité. Alors c'est un ouvrage que vous démarrez de manière très stimulante par 3 figures pour nous introduire à ce que vous avez à nous dire. Vous parlez du cannibale tel que Montaigne le conçoit. Vous parlez de l'enfant sauvage, tel que pouvait l'être Victor de l'Aveyron, cet enfant qui a été retrouvé vivant seul dans la forêt par des chasseurs et qu'un médecin a ensuite essayé de civiliser, enfant qui a fasciné ensuite Truffaut dans son cinéma, lui qui était... Presque un enfant sauvage. Voilà, presque lui aussi un enfant sauvage qui était fasciné en tout cas par la privation affective chez les enfants. Et enfin, vous parlez de la figure du mythomane, comme peut l'être Jean-Claude Roman, ce médecin qui avait défrayé la chronique dans les années 90, ce faux médecin de l'OMS et qui avait fini par tuer toute sa famille quand le mensonge l'a rattrapé, qui avait fasciné Emmanuel Carrère, qui lui a consacré un roman, son premier roman du réel, ou d'autres, des mystificateurs qui ont dit, par exemple, avoir vécu avec des loups dans des contextes assez particuliers, vous le dites, en Inde ou au moment de la Shoah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites que ces 3 figures-là sont d'excellents marqueurs de civilisation. Pourquoi ? Mais oui, parce qu'il révèle ce que la civilisation espère. Qu'est-ce qui se passerait si un enfant n'avait aucune civilisation autour de lui? Alors c'est un vieux problème. Déjà, les pharaons, déjà Frédéric II de Prusse, se demandaient quelle langue parlerait un enfant si on ne lui parlait pas. Comme si le cerveau pouvait tout seul produire de la langue. Un cerveau sain, sans autre, produit aucune langue. Mais pendant cette époque-là, on pensait que le cerveau produisait la pensée comme la bile, comme le foie produit la bile. On était vraiment matérialiste. Et ce problème a beaucoup fasciné jusqu'aux années 60-70 et même après, où beaucoup de gens prétendaient avoir découvert des enfants sauvages. Et en fait, ces enfants sauvages, quand ils sont seuls, ils sont altérés neurologiquement, leur cerveau n'est pas stimulé, donc il y a une atrophie bifrontale que je voyais quand j'étais interne à Paris, on le voyait à la radio de ville, l'atrophie des 2 systèmes limbiques, socle neurologique de la mémoire et des émotions. Si on n'a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire. S'il n'y a pas quelqu'un pour qui tendre les bras ou tendre les mots, comment voulez-vous stimuler le lobe préfrontal? Et on voit que, alors ça on ne le voit pas au scanner de ville, il faut là une technologie plus avancée, on voit que l'amygdale rhinencéphalique est hypertrophiée, multipliée parfois par 10. Et c'est ce qu'on voit chez les garçons, plus que chez les filles. Un garçon privé de structure affective et verbale et culturelle devient terriblement impulsif. C'est ce qu'on appelle les sauvages. C'est un mauvais mot, parce que les sauvages sont très civilisés. Et c'est pour ça que j'ai commencé par Montaigne. Voilà. Parce que Montaigne a soulevé le problème, c'était l'époque où on avait découvert ce qu'aujourd'hui on appellerait le Brésil. Alors, mais c'était pas le Brésil. Et du coup, il y avait des bateaux qui sont des chefs-d'œuvre techniques, partaient faire le commerce avec le Brésil, et ils ont ramené 3 Indiens sauvages avec leur code de civilité, c'est-à-dire les plumes, le maquillage et l'anthropophagie. Quand on aime quelqu'un, on le mange. C'est-à-dire que on le mange. D'abord, c'est rentré dans le langage courant. Hein. Je dévorais de baisers, elle est belle à croquer. Donc c'est rentré dans le langage courant parce qu'il y a un appétit, que ce soit l'appétit sexuel ou l'appétit de la vie quotidienne. Un appétit qui n'est pas structuré par la culture devient un acte de décivilisation. Mais si cet appétit, qui est une forme de santé, si cet appétit est structuré par la culture, toi garçon plus que fille, toi garçon, c'est bien, tu as un cerveau, tu as envie de vivre, tu as un appétit sexuel ou un appétit de la vie, mais tu ne peux pas tout te permettre.
C'est-à-dire que là, je viens de vous proposer une jonction que notre culture a beaucoup de mal à penser, articuler le biologique et le culturel. Et Montaigne l'avait déjà compris, puisque quand les trois sauvages sont arrivés, les gens, les Rouennais, c'était la première guerre de religion, et les protestants avaient été massacrés si vite que la ville n'était pas détruite. Donc les Indiens, je crois qu'ils étaient au nombre de trois, ils sont arrivés avec leur code, leur maquillage, leurs plumes et leur bonne manière, c'est-à-dire l'anthropophagie. Et donc les Rouennais ont été effrayés, comment peut-on manger un homme? Et les Indiens ont été effrayés par les Rouennais. Comment peut-on ne pas s'occuper des gens qu'on voit dans la rue à Rouen qui ne mangent pas à leur faim et les Rouennais riches ne s'en occupent pas? Chacun était le barbare de l'autre, chacun était le sauvage de l'autre. Les Rouennais considéraient que les Indiens étaient des sauvages parce qu'ils mangeaient de l'homme, et les Indiens considéraient que les Rouennais étaient des sauvages parce qu'ils n'aidaient pas les pauvres. Et encore, si les Indiens étaient arrivés en 1944, ils auraient vu nos libérateurs, les Américains, bombarder les plus belles villes de l'Atlantique, les raser complètement, tuer 60 000 Français. On n'en parle pas. C'était nos libérateurs. On ne peut pas leur reprocher d'avoir tué 60 000 Français. Eh bien, ils ont tué 60 000 Français pour nous libérer et personne n'en parle. Alors, vous voyez, il n'y a pas que la Shoah où on a eu du mal à parler, l'inceste qui se développe incroyablement. On s'est dit, on ne peut pas en parler. Enfin, c'est tellement difficile d'en parler que les filles, parfois les garçons, mais plus souvent les filles, n'en parlent pas. Parler de ça, d'abord, c'est se représenter dans une situation quand même assez choquante, et en plus, c'est provoquer l'explosion de la famille et l'incrédulité de la culture et des familles. Donc on voit comment cette nouvelle manière de poser les problèmes, c'est ce que j'ai proposé, c'est-à-dire des raisonnements écologiques et systémiques. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec la réflexion que vous venez d'initier, c'est que vous expliquez bien à quel point les civilisations se fondent sur des conventions qui ne sont pas immuables par définition, mais que ce qui fait civilisation, c'est tout un ensemble, vous dites, de petits gestes, de petits rituels qui sont partagés par l'ensemble des personnes qui vont s'inscrire dans ce cercle civilisationnel et qui vont leur permettre de vivre ensemble sans passer par des schémas de brutalité puisque la pulsion est maîtrisée. Parce qu'elle est acculturée, imprégnée de culture. C'est bien d'avoir une pulsion, mais tu ne peux pas l'exprimer n'importe comment. Alors, c'est les petits codes comme la langue maternelle, c'est totalement arbitraire. Si je vous dis « schmelum blum blum », ça veut dire on va aller boire un verre de rouge. Si vous êtes d'accord, vous allez dire d'accord. Si je vous dis « schmelum blam blam », on va aller boire un verre de blanc. C'est totalement arbitraire et vous allez comprendre. Donc c'est une convention. Alors si je vous dis, si je vous invite à dîner et si vous vous mouchez dans la nappe, je vais être choqué. Ça se faisait au Moyen-Âge. Et ça choquait personne. Donc ça veut dire que ces petits gestes du quotidien, quand ils sont acceptés comme un code, comme une convention des petits gestes du quotidien, on peut vivre ensemble agréablement. Les petits cadeaux alimentaires, les formalités, les manières de se présenter, le choix des vêtements qui est déjà un engagement social. Les vêtements qu'on choisit révèlent la manière dont on veut se socialiser. Et les cheveux racontent aussi. Alors il y avait les cheveux de Napoléon, pour faire viril, les hussards de Napoléon se mettaient un chignon et se faisaient tresser des cadenettes comme les juifs pieux aujourd'hui. Et là c'était les hussards de Napoléon. Et puis les poils sont très civilisés. La civilisation des poils, les hommes, les femmes racontent beaucoup de choses avec leurs cheveux. Quand les bourgeoises, elles se faisaient des choucroutes ou des pièces montées, ou des perruques, mais ça c'était pour plaire à Louis XIV, qui avait des loupes énormes. Alors il mettait une perruque, donc tous ceux qui voulaient plaire à Louis XIV mettaient aussi une perruque. Mais c'est vrai, sous Napoléon III,
Napoléon III avait des moustaches comme ça, effilées. Donc ceux qui voulaient avoir une promotion, ben, ils se laissaient pousser les moustaches comme Napoléon III. Et puis il y a les moustaches, il y a la barbe d'extrême gauche, la barbe de Karl Marx, et puis vous avez les poils d'extrême droite, vous avez Pinochet, et vous voyez à qui je fais référence là. Donc et tous les dictateurs d'Amérique du Sud, pendant un moment, avaient des poils sous le nez, comme qui vous savez. Et vous dites que ces petits gestes, donc non seulement c'est ce qui nous permet de donner corps à la civilisation, mais c'est aussi ce qui lui permet de tenir. Et c'est ces petits gestes qui mettent donc de l'huile dans les rouages, c'est ce qui permet de pouvoir ensuite relever quelque part la tête, de sortir du cercle familial pour pouvoir aller vers l'autre sans le considérer comme un danger. Voilà, c'est-à-dire que si, au moment où un enfant apprend la langue maternelle, il apprend en même temps ce que désignent les mots de la langue maternelle, sa culture, sa civilisation. On se tient bien à table. Quand j'étais enfant, on disait aux enfants, on met les poings sur la table et on parle pas. Maintenant, on dit plus aux enfants, mets les poings sur la table et les parents ont du mal à parler maintenant. Donc on voit que c'est complètement inversé. Nos codes de civilisation se sont complètement inversés maintenant que les enfants sont devenus la valeur suprême. Ils sont moins nombreux, de moins en moins nombreux, donc ils coûtent de plus en plus. Alors quand j'étais enfant, élever un enfant, c'était pas difficile. 11 ans, certificat d'études, les garçons à la mine, à l'usine, avec les femmes, un ouvrier sur trois était une femme, ou au champ, 10-12 heures de travail par jour, ou à la maison pour les filles. C'était facile. Lire, écrire, compter. Maintenant, une fille va devenir indépendante socialement à l'âge de 26 ans et un garçon à 28 ans. C'est-à-dire que les parents vont l'avoir sur le dos pendant 28 ans. Donc ça veut dire que les enfants sont de plus en plus lourds parce que, effet bénéfique du progrès, ils se développent de plus en plus longtemps. Avant, un enfant, dans le monde des animaux, après la puberté, ils n'apprennent plus rien. Ils arrivent à vivre, se reproduire, mourir. Et on voit beaucoup d'animaux meurent très rapidement après un acte sexuel. Alors que chez les êtres humains, ça continue. Si vous ne croyez pas, regardez Jane Fonda. À 70 ans, elle se vantait encore d'avoir des amants. Je cite ce qu'elle je cite ce qu'elle a dit, hein. Tant mieux pour elle. Mais c'était impensable il y a deux, trois générations. Or, maintenant, les enfants se développent de mieux en mieux, les filles surtout, se développent de mieux en mieux, tant mieux, c'est un progrès, donc ils sont de plus en plus lourds pour les parents. D'autant que maintenant, l'espérance de vie est de plus en plus longue, jusqu'à la découverte de Semmelweis, 1859, la prophylaxie de l'accouchement. L'espérance de vie des femmes était de 36 ans. 13 grossesses pour 4 adultes. Et elles mouraient. Mortalité infantile et mortalité. Et alors, les enfants mouraient. Sous la Rome ancienne, tuer un enfant n'était pas considéré comme un crime. L'infanticide n'existait pas. S'il ne plaisait pas, on l'abandonnait. Et on mutilait les garçons pour en faire des mendiants rentables. Et on prostituait les filles, ou on les abandonnait. Donc actuellement, c'est impensable, impensable, parce qu'on a fait les progrès. Mais le résultat, c'est que maintenant, une femme, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, 1 sur 2 sera pratiquement centenaire. Et elle va devenir indépendante socialement à 26 ans. Elle va passer un quart de sa vie à apprendre. Et une fois qu'elle aura ses diplômes, elle continuera à apprendre. Et il y a maintenant des universités du temps libre. Vous avez des gens de 70 ans et plus qui continuent à apprendre. Mais ils n'apprennent pas de la même manière que les enfants. Les enfants, les bébés, les enfants apprennent au corps à corps. Un enfant apprend à parler sans livre, sans professeur, sans école, au corps à corps. C'est une performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Les gens âgés ne peuvent plus apprendre une deuxième ou une troisième langue, mais ils peuvent continuer à s'améliorer dans la langue où ils étaient déjà bons, mais ils ne peuvent plus apprendre une nouvelle langue.
C'est plus la même manière d'apprendre. Un bébé, un enfant apprend au contact. Alors qu'ensuite, il faut apprendre intentionnellement. C'est pas du tout pareil. Là, il faut des profs. Là, il faut des livres. Oui, vous avez des très beaux passages, très belles pages sur cet apprentissage par la transmission de la figure d'attachement, souvent de la mère. Vous parlez du baiser, de l'importance du baiser, ou comment transformer cette appétence du bébé pour l'alimentation en un rituel qui devient un rituel affectif. Vous parlez aussi de l'importance de l'art dans l'éducation, ou comment vous faites le parallèle avec les enfants qui dessinent de manière très naturelle pour dire, pour expliquer, pour exprimer qui ils sont et qui l'offrent à l'autre dans un geste de communication très particulier. Voilà, de partage. Tout ça, c'est ce qui forme ensuite des rituels de civilisation très particuliers. Et vous revenez, vous en avez déjà fait un autre livre, mais sur l'importance des 1000 jours, qui sont quand même très particuliers dans la mise en place de tous ces rituels ensuite pour la suite. Alors, tout ça, les enfants accèdent très tôt à ce qu'on appelle l'art. C'est-à-dire, c'est une inflexion qui fait que les choses ne sont plus prises pour ce qu'elles sont, mais elles sont prises pour ce qu'elles signifient. Un enfant prend, maman est là, j'ai 3 ans, si ma mère n'est pas là, j'ai peur, c'est la première fois que j'arrive au monde, je ne sais pas comment il faut faire pour vivre. Donc je pleure, j'appelle au secours, puis je vieillis, ma mère s'en va pour travailler, pour se débrouiller dans la vie, et l'enfant reste seul. Et à ce moment-là, s'il est seul, sans œuvre d'art, il pleure, il a peur, il est anxieux. Si il invente sa première œuvre d'art, il prend un papier, un crayon, des crayons de couleur de préférence, et il se met à dessiner. Et au moment où il dessine, il pense, je vais faire un cœur, je vais faire des couleurs différentes. Si je sais écrire, je vais écrire Maman, je t'aime, et ou je vais faire des petites fleurs, je vais faire des choses comme ça. Et au moment où l'enfant dessine, il répond pas à la perception, à ce qu'il perçoit, il répond à ce qu'il se représente, au sens théâtral du terme. Au moment où je dessine, je pense, je vais l'offrir à maman quand elle reviendra, elle va pousser des cris d'admiration, on va s'embrasser, ça va être merveilleux. Il habite le monde qu'il invente, le monde artistique. Si un enfant ne sait pas dessiner, il est collé au réel, j'ai peur, maman n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Il est collé au réel. Donc l'art est déjà la première créativité qui permet d'accéder à l'indépendance et qui permet de partager affectivement quelque chose, comme les mots. Les mots ont une fonction bien plus affective qu'une fonction informative. Une fonction informative, le code, le morse, suffirait. Tac, 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 SOS, ça suffirait. Eh bien non, pour l'art, le code ne suffit pas. Il faut trouver des jolis mots, il faut trouver une musique des mots, une prosodie, et à ce moment-là, on fait une petite œuvre d'art verbale, et là, ça marche. Qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il est amusant. Alors, et là, on partage ce qu'on crée. Donc on devient acteur, auteur, acteur de son développement. On n'est plus passif, on n'est plus totalement soumis à l'emprise maternelle. On accède un peu à un degré de liberté. Mais s'il n'y a pas autour de l'enfant une culture, un papier, un crayon, des outils qui lui permettent d'apprendre à s'exprimer comme ça, les enfants vont rester centrés sur eux-mêmes et soumis à la pulsion. Maman n'est pas là, j'ai peur, je crie, je tape. Maman est là, je lui tape dessus, de l'attachement ambivalent, je la bats parce qu'elle m'a fait souffrir en me laissant seul. Donc on voit que la manière d'aimer se sculpte progressivement au cours de ces petites interactions du quotidien qui permettent, quand elles sont réussies, et c'est un plaisir de réussir ça, c'est un jeu, c'est amusant comme tout. Ouais. Vous parlez de l'importance du jeu aussi. Mais oui, et nous, êtres humains, on est l'espèce, parmi toutes les espèces vivantes, on est l'espèce qui joue le plus longtemps. Et c'est bon signe. Les animaux arrivent à la puberté, pas à l'adolescence, ils arrivent à la puberté, ils s'accouplent, la vie est finie. Alors que nous, on peut jouer de plus en plus tout le temps. On voit maintenant des gens âgés qui continuent à jouer. Et ils continuent. Donc le jeu est une preuve de liberté et une preuve de créativité. Et ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est aussi que vous dites que la question n'est pas tant le progrès, que vous êtes absolument évidemment pas contre le progrès,
mais que ce qui peut en revanche poser question, et vous avez l'air de dire que c'est actuellement la question qui se pose, c'est comment on s'empare, comment on fait face aux effets secondaires du progrès qui, eux, peuvent être néfastes. Alors, quand j'étais enfant, c'était dans les années d'après-guerre, on était d'un optimisme délirant. On croyait que le progrès allait tout limiter, tout. Tout ouvrir, ouais, tous les possibles, j'imagine. C'est-à-dire que j'ai fait un lapsus intéressant, ça, qui dit ce que je pense finalement. Et on croyait, on avait découvert la pénicilline. Le 19e et le 20e siècle étaient empoisonnés par la syphilis, plus peut-être que par le sida. Les gens mouraient de syphilis dans des conditions de honte et de souffrance physique. Arrive la pénicilline, grâce à la guerre, les sulfamides et la pénicilline sont mis au point technique, 5 semaines de traitement et la syphilis disparaît. Et on a cru que tout allait être comme ça. On a cru que les médicaments allaient tout résoudre. Et on a cru notamment les médicaments qu'on appelle maladroitement les psychotropes, on s'est dit, les psychotropes vont tout résoudre. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un progrès technique incontestable. Maintenant, la pénicilline, on cherche à moins la donner parce qu'elle a des effets secondaires, parce que les microbes s'y sont habitués, et donc ils deviennent résistants. Et la pénicilline marche de moins en moins parce qu'on l'a trop donnée. De même, les psychotropes ne règlent pas, apaisent parfois, engourdissent souvent, mais ne règlent pas le problème qui est un problème éducatif et un problème relationnel, où la culture, les familles et la culture ont un rôle majeur. Il y a des cultures où on déprime beaucoup plus. Par exemple, dans une culture en paix, 70% des enfants ont acquis un attachement sécure. L'évaluation a été faite il n'y a pas longtemps en Ukraine, c'est 40%. Dans un pays en paix, 5% des enfants ont ce qu'on appelle des attachements désorganisés. Ils crient, ils se frappent, ils frappent. C'est des enfants difficiles. Et les parents, et parfois les professionnels, on dit c'est des enfants qu'on ne comprend pas. La phrase qui revient, on ne sait pas lire ce qui se passe dans leur esprit. On leur sourit, on leur fait un cadeau, ils nous frappent, on ne comprend pas ces enfants. C'est 5% dans un pays en paix. Aujourd'hui en Ukraine, c'est 20%. C'est-à-dire que la guerre, en désorganisant la société, en faisant faire des progrès techniques stupéfiants, chaque guerre est source de progrès techniques stupéfiants. La guerre de 14, au début, les avions étaient en toile. À la fin de la guerre. Comme nous le raconte Kessel et les tout premiers aviateurs. Ah, mais moi, j'ai bien connu le père de mon épouse. Il est mort à 100 ans et il avait 17 ans au moment de la guerre de 14 et il faisait les photos avec des mitrailleuses, avec un avion, avec des toiles. Sur les ailes, ils étaient deux, un à la mitrailleuse et l'autre. Donc à la fin de la guerre, il y avait des progrès techniques. À la fin de chaque guerre, il y a des progrès techniques extraordinaires. La guerre de 40, ça a été les chars, ça a été les voitures qui ont fait un progrès énorme. Et aujourd'hui, c'est les drones, la guerre à distance, qui font des progrès stupéfiants. Mais ces progrès sont réels, les écrans sont miraculeux. Moi, je ne sais pas m'en servir, ils m'intimident. Mais les écrans, c'est miraculeux. Il m'arrive de faire des zooms chez moi, à l'étranger. L'autre jour, j'ai fait un zoom avec les Argentins. Il paraît qu'il y avait 3000 personnes. J'ai un bureau de 10 mètres carrés, expliquez-moi ça, si ce n'est pas de la magie, ça. Les écrans sont totalement magiques. Les écrans sont une communication magique, ce n'est pas du tout une relation. Et c'est probablement ça qui explique que les femmes sont de plus en plus anxieuses et dépressives, alors qu'elles n'ont jamais été autant respectées qu'en Occident aujourd'hui. C'est un résultat stupéfiant. C'est pas paradoxal, c'est presque contradictoire si on fait des relations. Une cause provoque un effet. Mais si on s'entraîne à raisonner en termes écosystémiques, on comprend que leur personnalité est plus respectée que jamais. Depuis 300 000 ans que nos grands-parents, à vous et à moi, on a les mêmes grands-parents, vous savez. C'était monsieur et madame Sapiens quand ils sont arrivés. Et monsieur et madame Sapiens étaient anthropophages. Vous avez eu une grand-mère anthropophage. Moi aussi d'ailleurs.
Donc, ça veut dire que ces progrès techniques qui explosent depuis quelques générations, la maîtrise de la grossesse, c'est incroyable. Or, j'ai participé, j'étais étudiant quand on a fait les premiers tests de grossesse. 2 endocrinologues montrent que le blocage de l'ovulation chez la lapine par une hormone, ça bloque l'ovulation. Et ils pensent, mais donc si on donne de la progestérone aux femmes humaines, elles ne vont pas ovuler, ça sera un anticonceptionnel. Il y a eu 2 scandales. Un scandale, vous rabaissez les femmes au rang des animaux. On est des mammifères. Vous aussi, vous avez été mammifère marin pendant 9 mois. C'est-à-dire que pendant 9 mois, votre mère a respiré. Vous aviez les branchies, moi aussi. Et notre mère respirait et nous nourrissait. Nourri, logé, blanchi. Pas de problème humain. Et donc, premier scandale, vous rabaissez les femmes au rang des animaux. On est des mammifères, on a des hormones qui marchent de plus en plus mal, différemment, à cause des inventions des produits techniques qu'on a inventés, qui modifient l'atmosphère et qui modifient le corps des femmes enceintes. C'est-à-dire que les femmes enceintes d'aujourd'hui n'ont plus le même corps que les femmes enceintes d'hier. Quand j'étais jeune, toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient déjà 1 ou 2 enfants. Aujourd'hui, il faut attendre 32 ans pour le premier enfant. Un utérus de 30 ans, ce n'est pas un utérus de 25 ans. Donc tout est modifié, les femmes sont modifiées, les enfants sont modifiés, la culture est modifiée. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il faut tout repenser. Mais ce n'est pas toujours facile à repenser. Et ce qui est passionnant pour terminer, Boris Cyrulnik, c'est que vous en appelez pour retrouver justement une civilité, à suivre ce qu'ont à nous dire les philosophes, les voyageurs et les poètes. C'est formidable ça. Mais oui, mais c'est pas une figure de rhétorique, je le pense vraiment, parce qu'il faut tout repenser. Alors il y a des gens qui adorent ça. Ils vont penser, ben, je vais voyager, je vais lire le livre d'un tel, je vais écouter, je vais aller au cinéma, et après le cinéma, je vais inviter des copains, puis après le cinéma, on ira au restaurant, et là on va se disputer, ça va être merveilleux, parce qu'on sera bien sûr jamais d'accord. Et ce que je viens de dire, c'était la fonction du théâtre dans la Grèce ancienne. C'est-à-dire c'était le début de la démocratie. Les comédiens jouent sur la scène les problèmes de la cité et ensuite on en parle. Et le restaurant devient maintenant le nouveau lieu de parole de la démocratie. Pas dans tous les pays. Et quand une société est désorganisée, les gens sont anxieux, sont malheureux et se laissent escroquer par un sauveur qui leur dit « Votez pour moi, je vais vous dire d'où vient le mal ». Et le mal vient toujours des mêmes boucs émissaires. Hein. Là, je cite René Girard. Le mal vient toujours des étrangers, des juifs, des sorcières. Et on voit que c'est exactement les problèmes qu'on recommence à disputer aujourd'hui. Parce qu'il y a une désorganisation sociale. Donc on est contraint à vite mettre en place, donner la parole aux philosophes qui vont poser des problèmes, donner la parole aux cinéastes, aux écrivains, parce qu'un écrivain qui raconte son monde intime, c'est souvent plus instructif qu'un psychiatre ou un psychologue. Un écrivain qui raconte comment il sent et comment il pense apprend plus de choses qu'une question de cours de psychologie. Et le théâtre, le cinéma, et surtout on peut en discuter alors qu'une question de cours, on l'apprend, on la récite, sinon on est collé. Sinon on est collé à nos examens. Donc ça veut dire qu'on a une chance folle, il faut tout repenser. C'est passionnant, mais il y a des gens qui ont la haine de la pensée, et ces gens-là ne font que réciter des slogans, qui est une illusion de la pensée, mais qui est un piège. Parce que quand on chante tous ensemble, quand on scande tous ensemble, on a un sentiment d'appartenance délicieux, et on est ensemble, chanter dans une chorale, c'est étonnant comme c'est agréable. C'est un piège. Si on scande les mêmes mots, si on récite les mots de certains philosophes maîtres, sans juger, comme disait Hannah Arendt, en récitant, sans juger,
on est complice du langage totalitaire, et actuellement ce qu'on voit réapparaître, c'est une rhétorique totalitaire qui séduit énormément de gens. Qui endort les consciences. Sous couvert de confort, puisque vous le dites d'ailleurs, et c'est très malheureux pour l'être humain, c'est très agréable pour celui qui s'y laisse prendre. Mais c'est le confort dans la servitude, le copain de Montaigne. C'est-à-dire, c'est le confort. Qu'est-ce que c'est agréable de ne pas penser? Parce que penser, c'est fatigant. Je vous propose qu'on aille en librairie pour que vous nous parliez de vos lectures. Allons-y. Donc voici Sans famille, donc, qui est ce roman si cher à votre cœur de ce petit orphelin qui se retrouve entouré d'animaux et qui va nouer des belles amitiés dans un cirque. Sans famille, Rémi parlait de moi. Et je me disais, ben ça alors. Et surtout, ce que Rémi me disait, c'est que d'accord, t'as pas de famille, d'accord, c'est pas facile, mais tous les rêves sont permis. Parce qu'il y a l'art, tu peux, avec les animaux, les seules relations humaines que j'ai eues jusqu'à l'âge de 10 ans, c'était avec des animaux. Puisque c'était la guerre, on voulait me tuer, j'étais juif, donc on voulait me tuer. J'avais perdu ma famille, je savais que c'était pas des mots en l'air, c'était agi. Et sans famille, Rémi me disait, c'est pas facile, mais tu prends quelques animaux, tu leur parles gentiment, tu les déguises et tu fais des pièces de théâtre. Et tu gagnes ta vie comme ça. Et tu cours, tu traverses la France et l'Europe, tout le monde applaudit, tu es heureux, et tu gagnes ta vie. Je me suis dit, mais voilà la solution. La solution, c'est les animaux et le théâtre. Les amitiés aussi, puisque l'amitié a une place assez présente. Alors, les amitiés, oui, mais Rémi, il avait un monde clivé, comme moi probablement. Il y avait les gens qui me sauvaient, les justes, les chrétiens justes qui m'ont protégé jusqu'à la libération, et puis ceux qui voulaient me tuer. Donc le monde était clivé entre les gentils et les méchants. Alors qu'un enfant bien élevé dans une famille stable, je souligne stable, il est sécurisé par ses figures d'attachement. Sa mère, quelqu'un d'autre auprès de sa mère, qu'on appelle les figures d'attachement secondaires. De mon temps, on disait le père. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut dire. Aujourd'hui, à la commission des 1000 premiers jours, on a dit parent 1 ou parent 2. C'est administratif. Donc c'est aussi un marqueur de notre civilisation. Et dans ces enfants-là, une fois sécurisés par la figure primordiale, la mère, puisque c'est elle qui porte les enfants et qui marque les premières empreintes, à condition qu'elle soit entourée, sécurisée par celui qu'au de mon temps on appelait le mari, et maintenant c'est, je ne sais pas comment il faut dire, et à ce moment-là, l'enfant sécurisé éprouve le bonheur, le plaisir d'explorer. Dès qu'il est sécurisé par sa figure d'attachement, il ne la regarde plus, il se jette dans ses bras quand il a peur ou quand il a un besoin, il se jette dans ses bras et dès qu'il est sécurisé, il regarde le monde extérieur. Il va voir le monde, il explore. Un enfant insécurisé reste autocentré ou a peur du monde et il devient souvent, les garçons plus que les filles, agressifs. Et ils deviennent agressifs par peur, par crainte. C'est pas, alors que certains finissent par érotiser l'agression et c'est souvent les gosses étouffés affectivement. Parce que la carence affective est une altération cérébrale grave qu'on photographie sans peine, mais la pléthore affective est un engourdissement affectif. Donc il faut retrouver le principe de l'attachement, aimer, être sécurisé pour explorer. Et là, la vie devient un enchantement. Alors je vous propose, Boris Cyrulnik, que vous nous parliez également du classique que selon vous tout le monde devrait lire, qui est d'après vous Notre-Dame de Paris, par Victor Hugo. Mais oui, il faut lire ça. D'abord parce que, alors lui, comme la musique des mots chez Victor Hugo, c'est extraordinaire. Il y a une prosodie, un rythme musical délicieux. On a récité une poésie de Victor Hugo, c'est aussi beau qu'une jolie chanson, parce que les mots s'enchaînent et sont très beaux. Et puis en plus, parce que Victor Hugo pose des problèmes sociaux. Il pose des problèmes sociaux. Et puis, très important, Quasimodo, qui est tellement laid, il tombe amoureux d'Esmeralda, qui est tellement belle. Donc ces problèmes de notre société sont joliment. Il faut que les mots soient jolis. Il perd sa fille, il souffre énormément.
Il paraît qu'il est resté assis sur une chaise sans bouger, sans parler pendant 1 an. Et puis quand il s'est remis à vivre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une poésie. Parce qu'il ne pouvait parler de sa fille que sous forme de poésie. Il n'aurait pas pu en parler sous forme administrative, ça aurait été insupportable. Mais en parler sous forme de poésie, voilà, là il supportait de parler de sa fille morte noyée. Donc Victor Hugo est un élégant penseur et ses phrases sont une musique verbale, une musique sans musique, mais qui n'a pas besoin de musique. Alors voici Sadique Époque par Dany Robert Dufour, qui vous a fait de l'œil pour votre prochaine lecture donc. Alors, je suis en train de le lire, parce que c'est un pavé, et il faut le déguster page par page, parce qu'il a des connaissances, il sait tout. Je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais rencontré. C'est un philosophe, c'est un professeur d'université, et il a beaucoup écrit, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'avais jamais lu. Et puis je tombe là-dessus, Sadique Époque, absolument, étonnamment passionnant, parce qu'il connaît aussi bien Lacan que la biologie. C'est-à-dire que c'est une espèce rare, vous savez, de mélanger les deux. Et bien lui, il le fait comme... D'ailleurs, Freud était biologiste, il était neurologue, Lacan aussi, les jeunes ne savent pas. Mais Lacan et Freud s'intéressaient beaucoup à l'éthologie animale. J'ai eu une réunion il n'y a pas longtemps où les jeunes lacaniens ne le savaient pas. C'est-à-dire qu'ils défendaient Lacan. Et là-dedans, on trouve vraiment Michel Foucault, on trouve là-dedans tous les gens que j'ai côtoyés depuis 40 ou 50 ans. Enfin, je les ai côtoyés dans les livres. Et puis c'est élégant, c'est clair, c'est amusant. Non, non, vraiment, je suis enchanté de cet esprit. Par exemple, il parle de Sade, et il fait de Sade un naturaliste. Et c'est bien vu, parce que Sade considérait même les femmes comme des choses, comme des choses mécaniques. Il n'y avait pas d'empathie. Il n'était pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais oui, mais ça veut dire qu'il considérait même les femmes comme des. Ne vous fâchez pas, mais il considérait les femmes comme des tubulures. C'est fou de dire ça. Et bien lui, il cherche à comprendre comment un être humain peut arriver à une conception machinique de l'autre. Alors, Sade considérait les femmes comme des tubulures, mais il y a beaucoup de médecins qui sont formés pour considérer le malade uniquement sous l'aspect biologique. Or, les neurosciences actuelles montrent que la parole modifie le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, ne lisez plus Descartes, c'est-à-dire que Descartes et la culture chrétienne séparent le corps et l'esprit. Or, les neurosciences actuelles montrent que les deux sont en interaction constante. Et lui, il le fait. Et il explique Lacan, il explique... C'est un livre à déguster. Merci du conseil. Montaigne. On parlait de Montaigne et des cannibales, là c'est Montaigne dans les essais qui vous accompagnent comme livre de chevet depuis pas mal d'années. On l'ouvre au hasard. Faut pas lire page après page. On l'ouvre au hasard, on tombe sur des idées passionnantes, modernes, passionnantes, ouvertes. C'était le contraire du sectaire, Montaigne. Pour lui, toute une rencontre, et il avait ce détachement qui permet de juger. Hannah Arendt dit que on se laisse piéger par les idées, même par l'illusion de penser. Alors que quand comme Montaigne, si on tiers-séise, c'est un vilain mot de la psychologie, si on tiers-séise, on prend un peu de hauteur, un peu de distance, et là, on se laisse moins piéger par les mots. Parce que les mots récités sont très tentants. C'est agréable de ne pas faire d'efforts. Malheureusement, quand on lit Montaigne, quand on lit la plupart des gens qui sont ici, il faut faire des efforts. C'est embêtant, mais ça permet de juger. Donc, si on juge, dit Hannah Arendt, qui est aussi une de mes copines, je la fréquente beaucoup ces derniers temps, Hannah Arendt dit qu'il faut, lorsqu'on juge, on a un choix. Dès l'instant où on peut choisir, on a un degré de liberté. Le doute est un degré de liberté, alors que les fanatiques qu'on voit prendre le pouvoir actuellement, ils n'ont aucun doute, puisqu'ils peuvent tuer en souriant. Ils n'ont aucun doute, ils sont convaincus d'avoir raison. Ils sont piégés par les mots. Les mots nous permettent d'être libres, sauf quand on les récite,
Et là, on se soumet à ce qu'on invente, ou à ce que un chef invente pour nous faire croire. Et Montaigne, l'avantage de Montaigne, c'est que d'abord, il a un style délicieux, et puis il a un style parlé, Oui, puis plein d'humour aussi. et plein d'humour, et puis c'est pas le style pompeux, il assène pas ses vérités, il bavarde, et par exemple, quand il juge l'arrivée des trois sauvages, il a un interprète, et il écrit les deux premières phrases, je les ai comprises, mais la troisième phrase, j'ai rien compris, parce que l'interprète était de mauvaise qualité. Oui, c'est Donc, vrai, vous le dites dans le livre. Ouais. donc, il dit ce qu'il pense, il bavarde, et en bavardant, il y a une relation humaine, une relation affective, amicale. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est secondaire ça. Que peut la littérature, en effet. La littérature crée un monde. Elle crée un monde de papier. C'est le monde de mots. Alors les mots parlés ne sont pas les mots écrits, c'est différent. Par exemple, là, je vous parle, vous hochez la tête, et vous souriez. Vous participez à ce que je dis. Si vous faisiez ça et ça, je dirais autre chose. Donc vous êtes, sans dire un mot, vous êtes co-auteur de ce que je dis. Donc les mots parlés sont des interactions. Alors que les mots écrits, je suis seul dans mon monde, je m'adresse au lecteur invisible qui va me comprendre à la perfection, mais en échange, il faut que je me fasse comprendre. Je rature, je recommence, j'ai mal dit, il ne peut pas comprendre. Donc la rature, c'est le doute de la littérature. Je rature, j'ai mal dit, je recommence. Et alors, donc, c'est pas la même fonction. Et les récits. Alors, la parole parlée est une interaction. La parole écrite est une mise en scène, est une créativité mise à l'épreuve du doute. Et les récits, les narrations collectives sont des mythes. C'est-à-dire que on habite ce qu'on crée et ça a une fonction d'union sociale. Merci Boris Cyrulnik. Merci de m'avoir invité dans cette belle librairie.